Épisode du lundi 30 octobre, mon nom est Martin Simon avec un C, et bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Sur le menu aujourd'hui, retour sur le week-end de course au Mexique. On termine l'émission avec les réponses à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, notre Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Et pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friendsim Racing, qui disputait la deuxième semaine de la manche numéro 3 de son championnat sur le Red Bull Ring. C'est le pilote Christian Joly qui s'est le plus démarqué en terminant sur la deuxième marche du podium lors de la course sprint en Division 3. Il a du même coup récolté les honneurs de l'étoile de la semaine. La FSR Team vous invite à rejoindre son groupe Facebook afin de participer à de nombreux concours et ne rien manquer de l'action de la manche numéro 4 qui se transportera sur le circuit de Suzuka à compter de mardi sur la chaîne YouTube du GTCQ TV. Dans l'actualité, sur le dossier des fameuses voitures illégales qui ont été découvertes lors du Grand Prix des États-Unis de la semaine dernière, soit celle du numéro 44, le septuple champion du monde Lewis Hamilton, ainsi que celle du numéro 16, le monégasque Charles Leclerc, pilote Ferrari. Eh bien, on vous en parlait vendredi comme quoi Lewis Hamilton s'interrogeait sur la procédure de la FIA de ne pas vérifier les 20 voitures. On vous expliquait les circonstances, les questions logistiques, que ce n'est pas possible. On n'a pas les ressources non plus du côté de la FIA pour vérifier 20 voitures. Ça se passe toujours de façon aléatoire, puis ça s'est toujours déroulé comme ça en Formule 1. Il n'y a pas de procédures qui ont changé pour ce week-end-là. C'est la norme et ça a toujours fonctionné comme ça. Interrogé sur le sujet, par contre, Max Verstappen lui soulevait une question et a même fait une suggestion à la FIA, mais à la base, sa question était pourquoi la voiture des coéquipiers n'ont pas été vérifiées. Donc, les voitures à même l'écurie qui ont été découvertes comme voitures illégales, mais on n'a pas pris la peine d'aller vérifier la voiture, soit de Carlos Sainz chez Ferrari ou celle de George Russell chez Mercedes. Donc, c'est une question, je trouve, qui est valable. C'est une bonne suggestion même à adopter dans le futur, de dire oui, on n'a peut-être pas le temps d'en vérifier 20, mais on pourrait quand même prendre le temps de dire on vient d'en trouver une illégale, donc on va automatiquement demander à inspecter la voiture de la même écurie. Comme Verstappen expliquait, normalement, les configurations sont très semblables à même dans une équipe. Là. Si on a décidé de configurer la voiture trop basse pour celle d'Hamilton, il y a de fortes chances qu'on avait aussi décidé de configurer la voiture plus basse du côté de George Russell. Ce n'est pas 100% sûr, mais c'est pas comme aller à la pêche puis pas savoir ce qu'on va trouver. On vient de trouver quelqu'un qui était dans l'illégalité. Et là, on fait juste aller dans une continuité de dire, on va aller voir dans la même écurie pour être sûr que ça n'était pas répandu, que c'était pas chose commune, qu'on a décidé ce week-end-là de dire, nous, on se présente et on met les voitures plus basses pour maximiser les performances. Ça n'a pas été fait, là, comme je reviens là-dessus, souvent, je l'avais dit vendredi, je pense pas que ça a été fait de façon malhonnête non plus. Ça a été fait plutôt comme une erreur. On a aussi été surpris par les ondulations du Grand Prix de Austin. Oui, à chaque année qu'on va là, on sait que c'est très bosseux comme circuit, mais on s'est comme fait surprendre un peu. On sait que les voitures ont évolué beaucoup depuis la dernière saison, comme c'est toujours le cas. D'une année à l'autre, ce n'est jamais la même voiture qu'on se présente, dû à tous les mises à jour qu'on apporte dans une saison. C'est 2 fois plus vrai encore quand on regarde la Mercedes qui est complètement changée. Là, on a une voiture, même la voiture qui a été présentée en début de saison 2023 n'est plus du tout la même de celle qu'on présentait à Austin. On est vraiment dans une version B. Maintenant, on a des pontons, toutes les évolutions qu'on a apportées durant la saison. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement reprendre les mêmes données qu'on avait la saison dernière dans la configuration et la refaire. Donc, c'est pas du copier-coller à chaque année. Donc, je ne pense pas qu'il y avait que c'était malhonnête de leur part, mais ils étaient dans l'illégalité, donc on aurait dû vérifier les voitures de leurs coéquipiers aussi. Vous vous rappellerez, là, c'est pas non plus un problème répandu. C'est pas comme si à tous les week-ends, on trouvait des voitures illégales puis on laissait les coéquipiers s'en sortir avec rien. Là. C'est la dernière fois qu'on avait trouvé une voiture qui n'était pas conforme, à moins que je ne m'abuse, c'était la voiture de Sébastien Vettel. Puis c'était qu'on n'était pas en mesure du côté d'Aston Martin de donner un échantillon de carburant nécessaire. Donc on demande un certain litrage du côté de la FIA pour être en mesure de faire un échantillon qui est valable, recueillir ce qu'on veut savoir dans le carburant. Donc on n'avait pas ça. On était trop bas dans notre
notre réserve de carburant, mais il y a fort à parier que si on avait configuré la voiture de Sébastien Vettel avec une réserve en carburant trop basse, puis on avait sûrement fait la même chose dans la voiture de Lance Stroll. Mais à ce moment-là, on n'avait pas vérifié la deuxième voiture. Là, c'est du passé, ça fait longtemps de ça. Mais c'est quelque chose quand même qui mérite d'être discuté. Il ne reste pas beaucoup de Grands Prix à la saison, mais à voir dans la prochaine saison de Formule 1 si c'est quelque chose que la FIA pourrait adopter. Laissez-nous toujours savoir ce que vous en pensez. Ça nous fait plaisir de savoir ça. Vous savez que la discussion est toujours ouverte. Vous pouvez nous envoyer, que ce soit par Messenger, l'adresse courriel, puis donner plutôt en début d'émission, ou même sur Facebook. Vous pouvez joindre la conversation n'importe quand. Si vous êtes d'accord ou si vous avez même des suggestions de voir qu'est-ce que la FIA devrait faire pour le futur, pour être sûr qu'une voiture non conforme, mais que la voiture du coéquipier ne s'en sorte pas, que tout ça soit égal pour tout le monde. Et du même coup, de dire qu'on joue de façon la plus fair possible, de dire on a trouvé quelque chose qui marche, qui fonctionnait pas, parce que là, en gros, ce que Verstappen expliquait, c'est qu'on a disqualifié Lewis Hamilton, on a disqualifié Charles Leclerc, mais on a quand même donné un podium à Carlos Sainz, puis on a quand même donné, ça a quand même donné une meilleure position à George Russell, qui était possiblement dans des voitures qui n'étaient pas conformes non plus. L'autre dossier dans l'actualité qui a retenu l'attention en ce lundi, on va mettre ça sur le dossier rumeur, là, puis rumeur en lettres majuscules, parce que c'est très surprenant que ça retienne autant l'attention, parce que ça a pratiquement ni queue ni tête comme information, mais c'est un journaliste qui a sorti cette nouvelle-là, un journaliste qui est près du monde de la Formule 1, qui mentionnerait qui a fait des allégations comme quoi il pourrait avoir pas Daniel Ricciardo, mais plutôt à Fernando Alonso qui joindrait l'équipe Red Bull pour remplacer Sergio Perez à compter de la saison prochaine. Permettez-moi je vous dis, j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu ça. Pour moi, ça ne tient pas debout. Puis il y a d'autres journalistes réputés qui ont embarqué sur cette histoire-là qui avait été publiée sur Twitter. On est venu d'en discuter. Je pense que pour des gens, on trouve ça peut-être très intéressant. Il y en a peut-être qui souhaitent le voir, mais il y a très peu d'informations qui fait que cette histoire-là peut tenir en place. À part le fait que oui, il serait un excellent coéquipier à Max Verstappen. Oui, Fernando Alonso mérite d'être dans une écurie de tête. On l'a vu en début de saison. Il est capable de s'en sortir, il est capable de performer, il est capable d'être constant malgré son âge. Il est toujours aussi bon. Il figure parmi les meilleurs pilotes de la Formule 1 toujours. Donc, c'est normal que ce serait intéressant de le voir. Surtout que lors des derniers Grands Prix, on a vu que la forme de la Aston Martin a beaucoup ralenti. Et là, on ne le voit plus vraiment en avant peloton, on le voit plutôt à l'arrière. Et c'est dommage pour le spectacle, car les bons pilotes comme ça, on veut les voir avoir une chance de se bagarrer week-end après week-end avec les meilleurs. On veut voir Fernando Alonso se mesurer à Lewis Hamilton, à Charles Leclerc, à Max Verstappen. On veut les voir dans des compétitions, dans des bonnes bagarres en piste, et on n'a pas la chance de voir ça. Donc oui, cette rumeur-là a été lancée, puis ça a été repris, puis il y a eu des photos qui sont sorties des montages de Daniel, j'ai Daniel Ricciardo en tête parce qu'il fait partie du dossier, parce que c'est plutôt Daniel Ricciardo qui devrait être le candidat à remplacer Sergio Perez, mais là, on mentionne Fernando Alonso. Ce qui tient pas debout, c'est que dans l'histoire, il y a le fait que Perez s'en irait chez Aston Martin, mais là, il y en a des gens qui ont la mémoire courte. C'est sûr que les saisons en Formule 1 sont interminables, puis des fois, on a l'impression qu'une saison, ça a été 2 ou ça a été 3 saisons, parce que c'est échelonné sur beaucoup de mois, mais Sergio Perez a été renvoyé par Aston Martin. C'est la raison pourquoi il n'est plus là. C'est la raison pourquoi il a failli, même été forcé à prendre sa retraite. C'est Red Bull qui a sauvé sa carrière en prenant ses services, alors que Lawrence Stroll avait décidé de s'en débarrasser pour aller chercher un gars comme Sébastien Vettel. Là, maintenant, il y a Fernando Alonso qui est une vedette, qui est côté monétaire pour le marketing, pour aller chercher les commanditaires. Fernando Alonso est un nom beaucoup plus grand que celui de Sergio Perez. Même si Sergio Perez arrive avec beaucoup d'argent, je suis conscient, tous les commanditaires qui amènent du Mexique, c'est un des pilotes qui est le plus payant à aller chercher Sergio Perez. Mais Fernando Alonso, pour le nom, pour les 2 titres, juste ce qu'il a rendu comme service à l'écurie Aston Martin, côté leadership, côté tout ce qui est capable d'apporter pour les configurations de voitures. Là, on amène un gars comme Sergio Perez qui n'est pas capable de livrer la marchandise chez Red Bull. Donc, pour ça, je vous dis, là, c'est impossible pour moi. C'est inconcevable dans ma tête que Lawrence Stroll voudrait se rembarquer avec Sergio Perez, surtout avec le week-end qu'ils viennent de connaître. On va en venir dans pas long. Donc, en tout cas,
je voulais vous en parler pareil parce que ça a été la nouvelle qui a retenu le plus l'attention ce lundi. On va quand même garder ça du coin de l'œil, de voir comment, des fois on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu en Formule 1, mais celle-là, là, d'après moi, c'est l'exception à la règle. Il y a beaucoup de fumée puis il n'y a pas vraiment de feu. Donc c'est ce qui complète l'actualité. Maintenant, passons au week-end de course. Journée de samedi, séance de qualification en direct de l'Autodromo Hermanos Rodriguez au Mexique. Eh bien, on a eu un bon spectacle parce qu'on a eu des personnes qui se sont présentées à la danse qui n'étaient pas nécessairement sur la liste d'invités. Quand je parle de personnes qui se sont pointées, là, qui n'étaient pas nécessairement, on n'attendait pas, eh bien, c'est Daniel Ricciardo qui est venu surprendre tout le monde avec une 4e position. Il a même devancé Sergio Pérez chez lui. À la maison, Sergio Pérez qui avait des milliers de partisans qui étaient prêts à scander son nom et à assister à une pole position, qui est attendue depuis longtemps de la part du pilote mexicain. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose de bon, autant dans une journée, surtout dans une journée du samedi. Eh bien, on l'attendait, on entendait les partisans crier « Checo, Checo, Checo ». Mais c'était plutôt Ricciardo qui a devancé le héros local avec une 4e position. Mais là, c'est pas juste lui qui a causé une surprise dans cette journée-là. C'est les 2 Ferrari qui sont arrivés. Leclerc qui a ravi la pole à Verstappen. Et puis Sainz, le coéquipier de Leclerc, lui qui était 2e pour un doublé Ferrari. On les attendait pas là. On les a pas vraiment vus lors des séances de célib. Ils nous ont pas montré nécessairement qu'ils avaient ça dans leur voiture, d'être capable d'aller chercher une pole. Quoique Max Verstappen, dans les entrevues de début de semaine, avait mentionné qu'il ne croyait pas que c'était un circuit pour les Red Bull. Du moins, en qualification, en course, il croyait à ses chances, mais sur un tour lancé, il avait mentionné qu'il croyait que ce serait un circuit qui avantagerait les Ferrari. Forcé d'admettre qu'il avait vu juste. Les Ferrari sont arrivés un peu de nulle part. Là, même en Q1 ou en Q2, on ne les voyait pas vraiment là. On ne pensait pas qu'ils allaient nécessairement venir chercher ces positions-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment été une surprise. Mais ça nous a tenu en haleine jusqu'à la fin des séances de qualification de voir qui allait être capable de s'emparer de la pole. Eh bien, c'est Leclerc qui a accompli l'exploit. Donc, Leclerc a signé la pole. Sainz, 2e. Verstappen, 3e. Ricciardo, comme je vous disais, 4e. Perez, 5e, Hamilton, 6e, Piastri, 7e, George Russell, 8e. Les 2 Alfa Romeo, la seule écurie qui avait apporté des améliorations, là, beaucoup d'écuries avaient des mises à jour, on parle on apporte des ajouts, mais c'est juste pour mieux que la voiture soit capable de répondre aux caractéristiques du circuit. Sauf que Alfa Romeo, on avait été plus loin que ça. On n'avait pas seulement apporté des mises à jour pour s'adapter au circuit, mais on avait aussi apporté des mises à jour qui vont rester avec la voiture, donc des mises à jour permanentes. Donc ça a paru parce qu'on a été capable d'aller chercher une 9e position et une 10e position, autant du côté de Bottas que du côté de Guan Yu Zhou. Gasly, 11e, Hülkenberg, 12e. Alonso, 13e. Ça a été un week-end difficile pour Fernando Alonso, comme on l'a rarement vu en Formule 1, même cette année, mais dans toute sa carrière en Formule 1, on a rarement vu Fernando Alonso perdre le contrôle à 2 reprises, autant dans la journée de vendredi que samedi. Il est parti en tête à queue avec la voiture. Il a dit que sa voiture était très, très dure à piloter et très imprévisible. Donc, c'est rare qu'on voit ça de la part du pilote espagnol. 14, Albon. Ça c'est de valeur pour Albon parce qu'on avait connu des belles séances d'essais libres. On a eu plusieurs problèmes lors des qualifications, autant que ses pneus se sont usés plus vite. Donc, on semblait avoir beaucoup de difficultés à comprendre la voiture. Donc, vendredi même, quand on avait été se positionner juste derrière Max Verstappen, on était les premiers surpris du côté de Williams. On savait pas trop pourquoi, de où cette performance-là est venue. Dans ce temps-là, c'est toujours le danger. Quand on ne sait pas ce qu'on a fait de bien, ben, c'est très dur de le reproduire. Donc, on se fie un peu à la chance et on espère que ça va arriver comme par magie, qu'on va être capable d'être rapide, même si on ne sait pas ce qu'on a vraiment fait dans la voiture pour en arriver là. Mais ça n'a pas été le cas lors de la journée de samedi quand
Albon n'a pas pu faire mieux que la 14e place. Bien, Tsunoda, 15e, mais Tsunoda, c'est pas grave parce qu'il partait avec une pénalité il partait dernier sur la grille. Donc, on avait changé le groupe motopropulseur. Donc, il pouvait pas vraiment partir là. On savait, il se qualifie 15e, mais lors du Grand Prix, il s'en allait être envoyé à l'arrière de la grille. Ce qui était plaisant à voir, c'est que Tsunoda, on l'a laissé là parce qu'il a servi d'aide à Daniel Ricciardo. Donc, vous savez, vous êtes familier avec le système on peut aspirer une voiture. Donc, on positionne une voiture à l'avant de l'autre et puis on vient percer l'air à sa place. Donc, on enlève toute restriction de la voiture qui nous suit à l'arrière. C'est 2 fois plus vrai quand on regarde un Grand Prix comme le Mexique où il y a le 25% moins d'air. Donc, si on positionne, on fait vraiment pas de restriction au Mexique à cause de tout ça. Puis, si on positionne une voiture en avant de nous, ben là, à ce moment-là, on diminue ça encore plus. Donc, ça paraît encore plus. Donc, ça a aidé beaucoup Ricciardo à être plus rapide. L'autre chose aussi qu'il faut tenir en ligne de compte chez AlphaTauri, eh bien, c'est qu'on a apporté beaucoup d'améliorations au cours des dernières semaines. Donc, on commence peut-être à voir un peu ce qu'on a semé, de voir que la voiture est nettement supérieure à ce qu'on avait. Puis, on est aussi dans une bagarre au championnat avec l'écurie Haas ainsi que l'écurie Alfa Romeo. On est beaucoup plus en compétition avec Haas parce qu'ils sont beaucoup plus proches au championnat, mais on ne veut pas finir dernier. Donc, on veut éviter cette espèce de honte-là du côté de l'écurie sœur de chez Red Bull. Donc, on travaille très, très fort pour se sortir de cette dernière position-là. Ocon, 16e derrière Tsunoda qui était 15e. Magnussen, 17e. Stroll, 18e. Et Norris, 19e. C'est vraiment catastrophique pour Norris. Autant du point de vue stratégique, lui a commis une erreur, n'a pas réussi à faire son tour. Donc, c'était très décevant pour l'écurie McLaren. Donc, c'était pas drôle à voir. Et puis, Sargent, dernier. Ce qui a retenu l'attention de la journée de samedi, eh bien, c'est après les qualifications, parce qu'on avait beaucoup d'audience, beaucoup de pilotes avaient été convoqués devant les commissaires pour voir, pour des infractions. 3 étaient liés à bloquer la ligne des puits. Il y avait Hamilton qui n'avait pas respecté un drapeau jaune. Même chose pour Sargent. Et puis, du côté de Joe, eh bien, Joe, lui, pour sa part, avait fait de la vitesse dans les puits. Puis, il y avait aussi une écurie qui était convoquée. C'était l'écurie Williams qui a laissé traîner un cric, ou en bon français, un jack. Avait laissé un jack traîner dans la ligne des puits et c'est Tsunoda qui l'avait frappé avec sa voiture. Ben, on a évité, ça aurait pu créer des dommages non seulement à la voiture de Tsunoda, mais aussi s'il avait fallu que ce fameux cric ou jack revole à aller fracasser quelqu'un ou frapper quelqu'un derrière une jambe ou peu importe où, mais ça aurait pu causer des blessures assez graves. Donc on a évité le pire, mais c'est quand même c'est des choses qu'on ne veut pas voir et c'est des choses qu'on ne veut pas qui se reproduisent. Donc, on avait demandé à l'écurie Williams de se présenter devant les commissaires après le Grand Prix. Après la séance de qualification, plutôt. Donc, les résultats de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Verstappen, Russell et Alonso n'ont rien eu. Pourquoi ils n'ont rien eu? Eh bien, ça là, encore une fois, on dirait que tout ce qui touche Max Verstappen ou Lewis Hamilton est très polarisant. Hein, de nos jours, aussitôt qu'il se passe de quoi, surtout quand ça concerne des pénalités, ben, il y a toujours des gens qui sortent un peu de nulle part, puis qui viennent donner leur opinion sans trop prendre le temps de s'informer sur c'est quoi les procédures ou qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Ben, on saute tout de suite aux conclusions de dire ben là c'est la FIA, c'est la chose, puis on essaie, mais des fois je pense qu'on ça nous intéresse pas vraiment de comprendre la situation. On aime plutôt y aller d'assomption puis de dire que de dire c'est ça, c'est à cause de ça. Tu sais. En tout cas, tout ça pour dire, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Qu'est-ce que Max Verstappen a fait? Qu'est-ce que George Russell a fait? Qu'est-ce que Fernando Alonso a fait? Ben, c'est on a positionné nos voitures à la fin de la ligne des puits. Donc, aussitôt qu'on arrive à la fin de la ligne des puits, on a positionné notre voiture là, puis on a carrément bloqué la ligne des puits. On ne devrait pas faire ça. Je suis d'accord, c'est pas un comportement on devrait trouver quelque chose sur la FIA pour ne plus que ça se reproduise, parce que c'est bloquer la ligne des puits, bloquer la voie rapide dans la ligne, et on empêche tout le monde de sortir, ça devrait pas, c'est antisportif, puis ça ne devrait pas arriver. Sauf que c'est arrivé à Singapour, puis on n'avait pas pénalisé Max Verstappen parce qu'il n'avait pas de règlement pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Entre-temps, la FIA n'a pas remédié à la situation. Les questions étaient pourquoi il fait ça? Pourquoi il se place à la fin de la ligne des puits? Eh bien, tout ça a commencé à Monza. Quand que la Formule 1, la FIA, a décidé de fixer un règlement du tour minimum. Vous savez, le fameux tour minimum pour empêcher qu'il y ait du danger lors des séances, qu'une voiture ralentisse trop en piste et que ça cause
possiblement un accident ou qu'on passe très très près d'en avoir une. Donc pour éviter le pire, on a obligé tous les pilotes à se conformer à un tour minimum en piste. Donc aussitôt qu'on s'élance sur la piste, on doit compléter un tour de qualification. Je vous donne un exemple. Si le temps le plus rapide pour un tour de qualification tourne, on va prendre pour exemple, comme en fin de semaine, là, on tournait aux alentours de 1,17 en Q3, mettons. Puis on va dire que le temps rapide, c'est 1,17, mais on va imposer de dire, pour faire un tour de qualification lent, vous ne pouvez pas rouler plus lentement que, mettons, 1,25. Alors, les pilotes sont forcés d'aller à une certaine vitesse pour respecter ce temps-là. Même si au bout de la ligne, quand il n'est pas respecté, on ne donne aucune pénalité. Ça, c'est un autre problème, là. Mais ça, c'est un autre dossier. Tout ça pour dire, depuis qu'on a instauré ça à Monza, eh bien là, les pilotes ont trouvé, c'est toujours comme dans tout, comme dans tous les sports, encore plus vrai en Formule 1, lorsqu'on met une règle en place, on trouve toujours une façon de la contourner d'une autre manière. Eh bien, Verstappen l'a trouvé à Singapour en disant, le temps est imposé et commence à partir de la ligne à la fin des pluies. Vous savez comment c'est fait une ligne de pluie? Au début, quand vous rentrez dans cette fameuse ligne-là, il y a une ligne à terre. La ligne à terre force la limite de vitesse. Donc, aussitôt qu'on arrive à cette ligne-là, on est forcé de se soumettre à une limite de vitesse. À la fin de la ligne des pluies, on a aussi une ligne, puis cette ligne-là fait que cette limite de vitesse-là prend fin. Eh bien, c'est là que la FIA a fixé le point que aussitôt qu'un pilote franchit cette ligne-là, eh bien, il doit automatiquement, son tour commence et il doit se conformer au temps qu'on a imposé en début d'épreuve, le temps qu'on a fixé. Alors, les pilotes ne veulent plus franchir cette ligne-là si jamais on n'a pas un gap assez important, un écart assez important avec la voiture devant. Parce que quand on fait notre tour rapide, la pire chose qui peut arriver, c'est de rattraper quelqu'un et d'être pris, d'avoir un retardataire devant nous. Donc, on ne veut pas ça. Donc, du côté de Verstappen, ce qu'il fait, c'est qu'il patiente sur la ligne et puis il attend d'avoir l'écart nécessaire qu'il veut, l'écart suffisant qu'il a besoin pour faire son tour rapide. Et là, il s'élance. Mais tant qu'il n'aura pas l'écart nécessaire, bien, lui, il bloque tout le monde. Puis là, on s'en est rendu compte, George Russell, qui avait critiqué fortement le comportement de Verstappen à Singapour, ben, a fait la même chose lors du Grand Prix du week-end au Mexique, parce que lui, il s'est dit, ben là, si ça marche pour lui, ça marche pour moi, puis c'est pas fou pantoute dans le fond, parce que c'est vrai que c'est la meilleure manière, tant qu'à rouler lentement en piste puis risquer d'être pénalisé, aussi bien ne pas décoller de la ligne des pluies, bloquer tout le monde, quand il n'y a pas de règlement pour te pénaliser pour ça. Donc, on a décidé d'emprunter cette stratégie-là. Un autre fin renard aussi, c'est Fernando Alonso qui a dit « Haha, je vais faire la même chose moi aussi parce que c'est pas fou pantoute. » Donc Fernando Alonso a pris la même stratégie. Donc les trois avaient été convoqués, mais on ne peut pas leur donner de pénalité. Ce n'est pas parce que c'est Max Verstappen, c'est pas parce que c'est George Russell, c'est pas parce que c'est Fernando Alonso, c'est parce que quand on arrive devant les commissaires sportifs, on a aussi nos représentants, nos directeurs sportifs dans chaque écurie. Eux, ils connaissent le livre de règlement autant que les gens de la FIA. Des fois, ils le connaissent même plus. Ben, eux, dans la représentation, comme on avait fait à Singapour du côté de Jonathan, le directeur sportif chez Red Bull, eh bien lui, il s'est présenté devant la FIA et il a dit « Montrez-moi le règlement qui dit qu'on ne peut pas bloquer la ligne des pluies. » Et puis il n'y en avait pas. Ça, vous allez me dire, c'est complètement fou qu'en 2023, il n'y a aucun règlement qui dit que c'est illégal de bloquer la ligne des pluies lors d'une qualification. Il n'y a pas de règlement contre ça. Ce qui est illégal, c'est d'empêcher quelqu'un de compléter un tour ou de ralentir quelqu'un lors d'un tour. Ce qui n'est pas le cas parce que dans la ligne, personne a débuté son tour. Donc à ce moment-là, il n'était pas dans l'illégalité Verstappen. Même chose pour Russell, même chose pour Fernando Alonso. Ce qu'on a dit dans notre communiqué, c'est qu'on a accepté l'histoire, on a accepté l'explication, même si on n'était pas vraiment obligé de l'accepter parce qu'on n'avait pas de règlement pour les punir, mais que l'explication des trois parties était que c'était moins dangereux de s'immobiliser dans la ligne des pluies que d'aller rouler lentement en piste. Et la FIA était d'accord avec cette idée-là. Donc, ça veut dire que le nouveau standard pour les séances de qualification va être de bloquer la ligne des pluies, d'attendre d'avoir un écart et de s'élancer en piste. Si vous pouvez être sûr qu'on va en avoir de plus en plus. La FIA dit qu'on va travailler sur une solution là-dessus, car on ne veut pas revenir sur le règlement des temps minimum lors des séances. Donc, on va garder les temps minimum, puis on va travailler sur comment trouver une solution pour ne plus qu'on bloque la ligne des pluies. Donc ça, c'est ce qui conclut le premier dossier, c'est-à-dire le dossier des non-pénalités pour les trois pilotes, donc Verstappen, Russell et Alonso. Du côté d'Hamilton, il n'a pas respecté un drapeau jaune, mais on a été capable de prouver qu'il avait tout de même levé le pied suffisamment. C'est ce qu'on dit sur un drapeau jaune, on est supposé ralentir, donc ils vont avec la télémétrie du côté de Mercedes, on a été capable de prouver au commissaire de piste que Lewis Hamilton avait bel et bien levé le pied. Donc, on a donc décidé de passer l'éponge et de ne pas lui attribuer une pénalité sur la grille pour le Grand Prix de dimanche.
Du côté de Logan Sargent, ben lui, ça a été plus mal. Lui, on lui a donné 10 places parce qu'il a pas juste, non seulement il n'a pas ralenti sur le drapeau jaune, mais il a aussi fait un dépassement, ce qui est vraiment dangereux. Donc à ce moment-là, on lui a donné une pénalité de 10 positions sur la grille. Vous allez me dire que pour Logan Sargent, 10 positions sur la grille, c'est pas dramatique parce que normalement, il est pas mal dans le fond de la grille. Donc ils l'ont pas fait partir 30e, ils l'ont fait partir pas mal à sa case qui a parti toute la saison. Donc ça l'a pas trop déstabilisé. Il a aussi été pénalisé de 2 points sur sa super licence. Si ma mémoire est bonne, ça lui en fait déjà 6, qui est la moitié de 12 total qui est permis. Donc, je crois qu'en une saison, il en a déjà accumulé 6, ce qui est quand même beaucoup. Pour l'écurie Williams, ben, on s'en est pas sorti non plus pour avoir laissé le fameux Crick, le Jack, dans la ligne des prix. On leur a donné 20 000 $ d'amende. Et Guan Yu Zhou aussi a reçu une amende pour avoir fait de la vitesse dans les pluies. C'est ce qui conclut la journée de samedi. Maintenant, passons à la journée de dimanche au Mexique. Journée de dimanche, Grand Prix du Mexique avec un devant de grille entièrement rouge avec les 2 Ferrari qui avaient pris la première et la deuxième place. Ce qu'on attendait de voir, c'était Sergio Pérez, parce qu'on ne se le cachera pas, là. Sergio Pérez, ça a été la pire. Je pense que si on lui avait proposé un scénario pour la journée de samedi, puis on lui avait dit, tu vas arriver devant tes partisans et tu vas te faire battre en qualification par une AlphaTauri qui est l'écurie sœur de Red Bull. Et puis le pilote à l'intérieur de cette voiture-là, ça va être Daniel Ricciardo, le gars qui, dans tous les rumeurs, pour prendre ta place. Alors, je pense qu'il aurait dit « Oh boy ». C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que ça a été la réaction de tout le monde quand on a vu Ricciardo faire mieux que Perez dans la journée de samedi. Là, on attendait dimanche pour voir comment Checo allait répondre à tout ça. Ses partisans s'étaient réunis dans les estrades. On entendait Checo, Checo. Tout le monde était réuni pour le voir faire quelque chose de bien, parce que quand même depuis Miami, où il avait eu la pole après un drapeau rouge en qualification, un peu par défaut, et il n'a pas fait grand-chose. Ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent chez ses partisans. On sait que le week-end aussi avait été dérangé par le fait que Max Verstappen avait été menacé. On avait les partisans de Sergio Pérez étaient venus déranger le podium à Austin. Là, on avait décidé d'apporter des cartes du corps à Verstappen. Donc, il y avait un peu tout ça qui était dans l'air. On arrive là-bas. Il connaît quand même une bonne qualification parce qu'il n'est pas si loin que ça de Verstappen. Il est 5e, puis Verstappen est 3e. Le temps qui les séparait était quand même peut-être le temps le plus mince qu'on avait eu, l'écart le plus mince qu'on avait eu depuis longtemps, sauf que le gros bémol là-dedans, le gros, ce qui a fait vraiment dégonfler la balloune, c'est Daniel Ricciardo entre les 2 Red Bull. Ça, c'était pas ce qu'on souhaitait voir dans le clan Perez. Donc, au départ, Perez a décidé de tenter le tout pour le tout. Il s'était mis énormément de pression. Je pense que c'est le problème. Hein. Si les gens, vous êtes nombreux des fois à me poser des questions, dire qu'est-ce que tu penses de Sergio Perez, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais moi, je pense qu'il s'est mis beaucoup trop de pression depuis le début de l'année, puis il a cassé. Max Verstappen l'a vraiment cassé lors du Grand Prix de Miami avec son retour de la 9e place quand Perez partait premier. Il est nul dépassé, puis après ça, il a terminé, j'ai plus les chiffres devant moi, mais il a terminé avec plusieurs secondes d'avance sur Perez. Donc, c'est venu pas mal casser le mental de Sergio Perez. Le côté vraiment confiance psychologique et tout ça, il est blessé dans sa confiance et ça se voit depuis ce temps-là. Donc, ça n'a pas fait exception dimanche. Il a connu un départ canon. Là, vraiment, là, la Red Bull, les 2 Red Bull, là, ça a toujours été... si vous me demandez de nommer un défaut de la voiture, même si on dit que la RB19 est probablement la meilleure Formule 1 de tous les temps, eh bien, un défaut depuis longtemps chez Red Bull, c'est l'engrenage pour les départs. On a souvent des mauvais départs. On se rappellera, là, il y a des années que Verstappen tombait en anti-stall, tombait au neutre, tellement que l'engrenage ne répondait pas de la bonne façon pour un départ. Donc, puis ça, c'est aussi, quand on cherche un point faible à Verstappen, même si ça devient de plus en plus dur de lui en trouver, ses départs, ce n'est pas toujours nécessairement son point fort. Mais là, au week-end, on est forcé d'admettre que ça a été excellent, autant du côté de Perez, encore mieux du côté de Perez, là, qui s'est lancé de la 5e place, qui a été canon. Vous savez, la plus grande ligne droite de la saison, c'est au Mexique. On a aussi
pas de traînée, pratiquement pas de traînée sur ce circuit-là à cause qu'on a moins d'air, on est en altitude, donc 25% moins d'air, on en a parlé, la densité est très très basse. À ce moment-là, ben, ça fait que les voitures ont sorti comme des véritables, on peut dire, là, c'est comme quelqu'un qui a été tiré d'un canon, c'est la meilleure description qu'on peut voir de Verstappen, de Perez plutôt. Donc Perez qui partait 5e a réussi à se faufiler, il est arrivé vers le premier virage à la fin de la grande ligne droite, il était à côté de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Et là, il a tenté quelque chose, probablement la pire tentative de dépassement de la saison. Il a même réussi à dépasser la mauvaise décision de Lewis Hamilton au Qatar, même si c'était semblable, mais je crois que c'était encore pire. Perez a décidé d'aller prendre l'extérieur et de vouloir couper vers l'intérieur, mais il a comme vraiment pas pris en considération que Charles Leclerc était là, puis il y avait aussi Max Verstappen. Donc, il a dit en entrevue après qu'il a voulu y aller le tout pour le tout, qu'il pensait que c'était son opportunité de prendre la tête, mais c'était pas du tout une opportunité de prendre la tête, parce que même s'il avait réussi à positionner un petit peu sa voiture devant Leclerc, mais il y avait encore son coéquipier Verstappen qui était à l'intérieur, donc il était en bien meilleure position pour être capable de prendre ce virage-là et de positionner sa voiture pour le prochain. Donc, il aurait même pu faire l'effet boule de quille, là, puis sortir non seulement Leclerc, mais sortir aussi Verstappen. Donc, tout ça pour dire, c'est lui qui a commis l'erreur, puis au moins, c'est juste lui qui a endommagé sa course. Il a fini sa journée. On peut dire qu'il a fini avant même le premier virage. Il ne s'est même pas rendu au premier virage. À la fin de la ligne droite, et sa voiture s'est arrêtée là. Et ça, à la mi-fin, à la journée Checo. Les partisans c'est devenu très, très tranquille pendant quelques tours. Puis après ça, on a repris un peu, on dirait qu'on a repris nos émotions, on a repris le dessus, puis on est revenu un peu dans le spectacle. Mais disons que ça a été vraiment l'impression d'une douche glacée en plein visage de ces partisans-là qui souhaitaient voir leur héros local sortir de cette plus que mauvaise passe, on peut dire, de cette mauvaise saison. Ça a été une très mauvaise décision de Sergio Perez. Ça a été décevant. Puis c'est ça. C'est là qu'on voit que c'est vraiment mental. Il en a même parlé après qu'il pensait que c'était seulement là son occasion, quand que pourtant tout le monde sait qu'au Mexique, t'essaies d'être patient, c'est une course qui est très longue. Oui, c'est dur de dépasser, mais tu venais déjà de gagner plusieurs positions. Tu étais déjà bien positionné pour attaquer après ça. Tu as la voiture la plus rapide avec celle de Verstappen. Donc, pourquoi que tu ne fais pas juste te ranger derrière Leclerc ou au moins lever le pied un peu puis tenter de prendre le virage avec Leclerc plutôt de te rabattre sur lui. Donc ça, c'est facile à dire pour nous. On n'est pas dans la voiture puis on n'a pas la pression qu'ils ont, mais c'était une fois de plus une mauvaise décision de Sergio Perez et un week-end à oublier. Probablement son pire week-end de la saison. Il y en a eu plusieurs, là, donc c'est dur vous allez avoir des opinions différentes. Là, ça peut aller d'un week-end à l'autre, là, mais c'est nécessairement un de ces deux pire de la saison, puis si c'est pas son pire en carrière, parce que dans une opportunité comme ça, devant tes partisans, quand tout est tourné sur toi, et puis que ton père dit plusieurs choses dans les médias, ajoute à la pression, ce qui, d'après moi, ne l'aide pas la situation, eh bien, il n'a vraiment pas répondu de la bonne façon avec cette mauvaise décision-là. Eh bien, ça a été une course très stratégique. Il y a eu plusieurs décisions à prendre. Il y a eu Red Bull qui, encore une fois, ont vu juste. Ils l'ont arrêté très tôt avec Verstappen. Et puis là, on pensait que ça allait forcer les autres écuries à aller au puits. Mais finalement, Ferrari, on a décidé de repousser ça plus loin. Décision un peu douteuse. Je me posais des questions. Je m'interrogeais. Je me dis pourquoi qu'on attend si longtemps pour arrêter. Même, il y avait Madame Collins qui travaille pour Sky Sports, qui est l'ancienne, qui faisait les stratégies avant dans l'écurie Aston Martin, qui se posait la question pourquoi qu'on tentait de revenir avec la même stratégie qui n'avait pas fonctionné lors du dernier Grand Prix, c'est-à-dire de patienter, de rester en piste et d'étirer nos arrêts. Mais la raison pourquoi qu'on faisait ça, à un moment donné, j'ai eu un éclair qui m'a frappé et qui m'a dit « Ah, c'est pour ça qu'ils font ça », c'est qu'on avait décidé chez Ferrari qu'on n'allait pas compétitionner la Red Bull de Verstappen. On a plutôt décidé qu'on allait se battre contre les Mercedes, ce qui était pas fou. Donc, quand on a décidé d'arrêter plus tard, on s'est retrouvé tout près d'Hamilton. Puis là, on s'en venait quand même avec des gommes plus neuves qu'Hamilton. Puis on était capable de gagner du temps. Donc, la stratégie n'était pas si mauvaise que ça quand on prend en considération que Ferrari visait plus à combattre les deux Mercedes qu'à attaquer Verstappen. Parce que Verstappen, eux autres, la stratégie du côté de Red Bull, elle était excellente. On a rentré tôt. On a réussi à donner à Verstappen beaucoup d'espace en piste parce que ça, c'est le point névralgique des décisions du côté stratégique d'une écurie, c'est de retourner notre pilote en piste dans de l'air propre, avec pas de trafic. Et puis là, à ce temps-là, non seulement
au Mexique, c'est encore plus vrai parce que la chaleur, suivre une voiture, c'est extrêmement nuisible et ça pénalise beaucoup les pilotes et ça pénalise beaucoup le temps sur les voitures. Donc, on essaye vraiment de limiter, de ne pas suivre une voiture. Donc, comme Verstappen roulait en tête, il n'avait personne en avant de lui. C'est ça le principe normalement. Puis, quand tu roules en tête, ben c'est ça, t'as pas cette air sale-là qui vient à toi. C'est moins dur sur tes freins, c'est moins dur sur l'usure de tes pneus, c'est moins dur sur tout. Le groupe motopropulseur, sur tout. Donc, à ce moment-là, Verstappen, on a réussi à le réintégrer en piste. Il avait des voitures devant lui, il a réussi à les passer très vite. Il regagnait sur les Ferrari, donc la stratégie, elle était vraiment meilleure pour Red Bull, mais Ferrari ne compétitionnait pas Red Bull lors du week-end. C'était la décision qu'on avait prise du côté de la Scuderia. Là, après ça a été frappé par Magnussen qui a eu un bris de suspension. À ce moment-là, ça a engendré une voiture de sécurité. Mauvais timing. Finalement, ça s'est fini en drapeau rouge, mais on venait tout juste d'arrêter chez Ferrari. Puis là, chez Red Bull, en plus, dans la stratégie qu'on avait décidé d'adopter, à cause qu'on avait rentré tôt, on avait réussi à se regagner un écart, puis on avait droit à un deuxième arrêt au puits. Donc, si on n'avait pas eu cette neutralisation-là, si on n'avait pas eu le drapeau jaune qui a finalement fini en drapeau rouge, puis on aurait même eu le luxe d'arrêter une deuxième fois. On avait tellement bien fait notre stratégie du côté de l'écurie qu'on avait réussi à se négocier qu'on avait une possibilité de faire un deuxième arrêt si jamais on se serait retrouvé en piste avec des pneus trop usés par rapport au Ferrari ou par rapport au Mercedes. Puis on était en train de se regagner un écart d'au moins, on sait que ça coûte au moins une vingtaine de secondes. Donc, on est en train de se regagner cet écart-là. Donc, on aurait pu arrêter une deuxième fois, même du côté de Red Bull, mais on n'a pas eu besoin de le faire. On a pu le faire, mais on a pu le faire avec la voiture de sécurité. Et ensuite, le drapeau rouge. Drapeau rouge en plein milieu d'épreuve, ça nous a donné une mi-temps, un peu comme dans des sports, comme le soccer, comme le football. En plein milieu, on a arrêté la course. Tous les pilotes ont regagné les puits. On a pu changer des pièces, changer des pneus. Chez les Mercedes, on a décidé de retourner Hamilton en médium ainsi que Russell. Alors, ça a donné cette espèce de mi-temps-là. Puis on a eu un deuxième départ. Il y en a parmi vous qui sont pas des fans du deuxième départ. Il y en a pour qui on devrait relancer ça derrière la voiture de sécurité. Moi, je trouve que c'est sûr que c'était un danger, autant pour des accidents, mais aussi pour un gars comme Verstappen qui était à l'avant, qui avait connu une course sans faille, autant pour Red Bull qui avait pris les bonnes décisions. Puis là, on se retrouvait à être obligé de recommencer à zéro, de refaire un départ où avec une grande ligne droite comme au Mexique, tout peut se dérouler. Donc, c'est ce qui est un peu produit, mais du côté de Verstappen, des nerfs d'acier. Il a vraiment bien réussi le deuxième départ. La relance a été excellente, comme le premier départ. C'est ça qui me fait dire qu'on a vraiment, soit on a corrigé un problème chez Red Bull, ça a juste été un bon week-end au point de vue départ, mais c'était excellent. Il a vraiment été le plus vite à décoller, quand même qu'il était en gomme dure. Du côté de Mercedes, on a remporté notre pari de renvoyer les voitures en médium. Hamilton a pu regagner des positions et c'est lui, finalement, qui a terminé le Grand Prix deuxième. Ce qui est intéressant à noter, c'est que malgré que Verstappen était en gomme dure, donc une gomme plus lente que la gomme médium, même si la gomme dure de Verstappen était flambant neuve, mais celle d'Hamilton avait seulement un tour. Donc, normalement, la gomme dure est une gomme plus lente. Oui, elle va durer plus longtemps, mais même dans les temps où la médium aurait dû être plus forte en performance, Verstappen a quand même réussi à construire un gap qui est assez incroyable. Il a terminé le Grand Prix avec 13,8 secondes d'avance sur Hamilton. Donc, c'est vraiment toute une différence avec ce qu'on a vu à Austin. Oui, il avait des problèmes aux freins, il avait beaucoup de difficultés dans les freinages, donc il devait prendre ses virages beaucoup plus lentement, mais quand même, on avait vu Hamilton finir à moins de 2 secondes de Verstappen. Là, est-ce que c'est le fait qu'on a remonté la voiture ou c'est toute une combinaison de plein d'autres données qui fait que la Mercedes est maintenant rendue à 13 secondes de la Red Bull. Donc, Verstappen qui remporte une 16e victoire dans la même saison. Il bat son propre record. Il est maintenant aussi le seul, là, il détient les 2 records pour le nombre 16 victoires. Oui, il y en a certains qui vont dire « Ah, ben il y a plus de courses », mais il a quand même réussi à accomplir ça en dedans de 18 courses. Donc, c'est quand même un record qui est un très, très gros record. Donc, maintenant, il a 16 victoires. Il n'y a jamais personne qui a accompli ça. Donc, Hamilton, 2e, Leclerc, 3e, 4e pour Sainz, 5e, Norris, qui a été le pilote de la journée. Norris, il a complété, je pense qu'il a vu ses 12 ou 14 dépassements. 2 fois, il a été retourné à l'arrière de la grille. Donc, il partait en arrière de la grille au départ quand il avait raté sa journée de samedi. Puis, il partait aussi en arrière de la grille quand on a eu la relance. Il a perdu des positions. Quand on dit que Sergio Perez aurait dû être prudent au départ, parce qu'au Mexique, ça se joue sur plusieurs tours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement tout tenter dès le départ. Mais Norris a perdu plusieurs positions dans la relance. Il a quand même réussi à regagner ces positions-là.
Il venait terminer 5e, ce qui est excellent. 6e, Russell. 7e, Ricciardo. On ne peut pas demander mieux à Daniel Ricciardo. C'est sûr qu'il aurait voulu sûrement laisser Norris derrière lui, avoir une petite revanche sur les McLaren. Finalement, il n'a pas réussi, mais il a terminé devant Piastri. Ça doit venir quand même le soulager un peu devant l'autre, l'Australien. Piastri, et c'est aussi celui qui a pris son volant chez McLaren. C'est lui qui était un pilote McLaren l'an dernier. Albon, 9e, Ocon, 10e, Gasly, 11e, 12e, Tsunoda. Tsunoda, là, mauvaise décision. Quand on parle de prendre des risques inutiles, ça me fait repenser à ce que Helmut Marko a déjà dit sur le pilote japonais, de dire que en Formule 1, il va falloir qu'il comprenne qu'en Formule 1, ta tête, c'est pas juste pour tenir ton casque. Bien, Tsunoda n'a toujours pas compris ça parce que les points importants qu'on avait chez AlphaTauri, on avait 2 voitures dans le top 10 pour la première fois depuis trop loin pour que je me rappelle. Et on avait cette opportunité-là de faire des points, de passer en avant de Haas, de gagner un avantage pour être sûr de ne pas terminer dernier au championnat. Ça représente des millions de dollars, cette mauvaise décision-là que Tsunoda a pris. Même si c'est pas décidé encore, c'est pas terminé, ça veut pas dire qu'on va terminer derrière Haas, mais s'il fallait qu'on termine derrière l'écurie américaine, on va toujours se rappeler qu'on avait 2 voitures dans le top 10 au Grand Prix du Mexique, puis Tsunoda a pris une très très mauvaise décision en tentant un dépassement où il n'en avait pas sur Piastri, il a pris un risque inutile, il aurait dû juste patienter, conserver les points et jouer de manière conservatrice. Ocon, 10e, Gasly 11e, je vous l'ai dit, Tsunoda 12e, Hülkenberg 13e, Joe 14e, Bottas 15e, Sargent 16e, Stroll 17e. Stroll, là, il a été sorti par Bottas. Il a dû retirer la voiture. Bottas a été pénalisé après la course. Là. C'était pas propre tellement que ça a été fait. Donc, on l'a pénalisé à la fin de l'épreuve pour son coup sur Lance Stroll. Fernando Alonso aussi a dû retirer la voiture. Donc, 2 Aston Martin retirés en 2 week-ends consécutifs. Donc, ça va vraiment pas bien pour l'écurie de Lawrence Stroll. Magnussen a été aussi la voiture retirée. Lui, sa suspension a cassé. C'est ce qui a entraîné le drapeau rouge. Il a été frappé le mur solidement. Et puis, Perez, on en avait parlé en début d'épreuve. Il est l'autre voiture qui n'a pas complété le week-end. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté d'Aston Martin? Pourquoi ça va mal? Pourquoi c'est la catastrophe? Moi, j'ai une théorie, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais chez Aston Martin, on est aussi bien de ne pas trop pousser d'ici la fin de la saison, finir plus haut au classement, avoir plus de temps en soufflerie. Notre objectif, c'est de monter à l'avant, d'être capable d'aller compétitionner les Red Bull, compétitionner Ferrari, Mercedes, McLaren. Donc, pourquoi continuer de pousser, terminer plus haut au classement et arriver finalement à perdre des points en soufflerie, un peu comme dans d'autres sports où les repêchages, plus qu'on termine loin, plus qu'on a droit à un bon repêchage. Mais maintenant, en Formule 1, c'est un peu le même principe. Plus on termine loin au classement, plus on a du temps en soufflerie. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la certitude, mais j'ai l'impression que chez Aston Martin, on a adopté cette stratégie-là de dire le terme, on va tanker, on va faire exprès de finir un peu plus loin, sans dire qu'on veut finir dernier parce que ce n'est pas possible, mais on n'a pas nécessairement le vouloir ou on veut pas nécessairement finir en avant d'Aston Martin, on veut en avant de McLaren plutôt, on veut finir un peu plus loin au classement et conserver du temps en soufflerie pour revenir plus fort l'an prochain. Vous savez, c'est à tous les 6 mois que le temps en soufflerie est ajusté. Donc, à ce moment-là, ça avait été ajusté le 1er juillet. Donc, le 1er janvier, on devrait avoir un ajustement. Ça devrait être du côté de Aston Martin. On pourrait retrouver du temps en soufflerie, aller jusqu'à 5, 10, 15% plus de temps pour aider à non seulement pas peut-être construire la voiture de 2024, mais aider à la développer au cours de la saison, avoir plus de temps que d'autres écuries qui sont à l'avant de nous autres, des écuries justement comme McLaren qui a passé devant, des écuries comme Ferrari, Mercedes, ainsi que Red Bull. C'est ce qui complète la journée de dimanche au Mexique. Maintenant, passons à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot @gmail.com. La première question qui nous a été envoyée par courriel nous vient de Julien qui nous demande « Que s'est-il passé avec les AlphaTauri pour qu'elles gagnent autant en performance? » Eh bien, très bonne question, Julien. Il faut tenir en considération qu'il y a plusieurs données qui peuvent causer le gain de performance pour l'écurie AlphaTauri. Il y a le fait que le Grand Prix de dimanche et le week-end de course étaient disputés au Mexique en altitude. Donc, les caractéristiques de ce circuit-là sont très particulières, ce qui fait qu'il a moins de traînées
freinée pour les voitures. Donc, les voitures qui ont une problématique sur ce niveau-là, eh bien, étaient moins pénalisées qu'à l'habitude. Et il y a aussi le fait que les voitures qui ont normalement plus d'aérodynamisme que les autres, eh bien, ils en avaient un peu moins. Donc, encore là, ça vient niveler le jeu un peu entre chaque écurie. Non seulement il y a cette donnée-là qu'il faut tenir en considération, mais ça va être important de voir si les performances sont capables de se transposer sur le circuit la week-end prochaine à Interlagos au Brésil. C'est vraiment là qu'on va être capable d'avoir une petite idée de savoir où est-ce qu'on en est rendu du côté de l'écurie AlphaTauri. Il y a aussi le fait que parmi tous les écuries cette année, c'est AlphaTauri qui a apporté le plus de mises à jour. Pourquoi est-ce qu'on apporte autant de mises à jour dans cette écurie-là? On sait qu'on a un plafond budgétaire, il faut le respecter. Donc, est-ce qu'on est en train de briser le plafond? Est-ce qu'on est en train de contrevenir à les règles qui ont été fixées par la FIA? Eh bien non, c'est qu'on a commencé à prendre des pièces de Red Bull. On sait que AlphaTauri est l'écurie sœur de l'écurie autrichienne. Donc, à ce moment-là, on est une division, un club junior. Et avant, on allait un peu de notre côté. On ne respectait pas nécessairement ce que Red Bull faisait. On essayait d'aller un peu comme tenter de faire des expériences, faire différent. Mais là, on a vraiment décidé qu'on se dit pourquoi que dans la même famille, on a une voiture qui est si dominante, puis on veut développer nos jeunes. On veut développer nos jeunes aussi que lorsqu'on arrive chez AlphaTauri, on apprend à piloter une type de voiture, puis lorsqu'on les transfère chez Red Bull, on l'a vu dans le cas de Gasly, dans le cas d'Albon, on est pratiquement incapable de piloter la voiture parce que la Red Bull est complètement différente. Mais là, on veut commencer à faire de AlphaTauri une voiture qui ressemble beaucoup plus à la Red Bull. Et la rumeur qui avait coulé aussi est que Red Bull a trouvé un petit trou dans le livre de règlement pour être capable d'acheminer plus de pièces à son écurie sœur, comme qu'on est propriétaire des deux écuries. Donc, on se rappellera que la fameuse écurie Racing Point, l'écurie de Lawrence Stroll, avait été pénalisée pour prendre des pièces de Mercedes, mais c'était deux entités séparées. Donc, on essaye de contrevenir un peu le règlement, mais tout en restant quand même légal selon ce que la FIA permet. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de transférer le plus de pièces possible en restant conforme à notre petite écurie, donc à l'écurie AlphaTauri. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de changements sur leur voiture depuis le début de la saison. On commence vraiment à ressembler plus à la Red Bull, à la RB19, et ça va être 2 fois plus vrai la saison prochaine. Vous pouvez vous attendre la saison prochaine, on va pratiquement avoir une copie, ou si c'est pas même la RB19, mais en version en couleur blanche, quoique ça peut toujours changer parce qu'on va changer de nom du côté d'AlphaTauri, on va avoir un nouveau nom, des nouveaux commanditaires, tout ça, mais pour l'instant, on croit bien être capable de prendre pratiquement l'entièreté de la Red Bull la saison prochaine, et c'est ce qu'on a déjà entamé comme transition. On ne peut pas tout changer sur la voiture en cours de saison. Là, on avait des différences sur la suspension, ces choses-là, mais tout ce qui est des pièces qu'on peut adopter à la technologie qu'on a présentement, au concept qu'on a présentement, on a déjà débuté ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait des gains qui sont assez importants depuis la pause d'été, parce qu'on a réussi à trouver une façon d'adapter ces pièces-là de la RB19 sur notre voiture. La deuxième question nous vient de Hélène qui nous demande pourquoi est-ce que tous les Grands Prix de Formule 1 n'ont pas tous le même nombre de tours. Eh bien, chaque épreuve doit respecter le temps limite fixé à 2 heures et sa distance doit être comprise entre 300 et 310 km. Seul le Grand Prix de Monaco fait exception à la règle avec ses 260,52 km. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 30 octobre. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera déjà vendredi, en marge du dernier week-end sprint de la saison au Brésil. L'épisode de vendredi comprendra un retour sur l'unique séance d'essai libre, ainsi que la séance de qualification qui déterminera la grille pour le Grand Prix du dimanche. D'ici là, bonne semaine!